Bonjour, merci beaucoup à Gérard de m'avoir réinvité et j'ai promis de ne pas dépasser mon temps de plus d'une demi-heure cette année. Vous avez même mon compte Twitter sur la première slide. Alors, le sujet est un sujet qui, a priori, ne vous concerne pas tellement. Je vais vous parler de neurologie, je vais vous parler du cerveau, mais ma conviction, c'est que, en réalité, la neurorévolution qui est en cours, la révolution dans notre compréhension et dans notre maîtrise, dans notre capacité à bricoler le vivant, vous concerne directement, car votre métier va de plus en plus se séparer de l'IT traditionnel pour devenir un métier de cogniticien, dans lequel le code, l'informatique, ne sera qu'une pièce et aura fusionné avec les sciences du cerveau. On va parler un petit peu de l'histoire de notre cerveau, mais on va surtout parler de la façon dont GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et surtout Google sont en train de prendre le contrôle des neurotechnologies, c'est-à-dire des technologies du cerveau. Par leur maîtrise des technologies NBIC, ils deviennent les maîtres de la compréhension, du bricolage et de la manipulation, au sens noble du terme, du cerveau. Bien sûr, cela pose quelques petits problèmes de business model et beaucoup d'industriels, notamment européens, ont tendance à se voir dans la peau du pingouin qui tombe dans la gueule de l'orque, qui est très très astucieusement situé avec le bon business model, comme vous pouvez le constater. Et puis on parlera aussi des problèmes éthiques, parce que manipuler le cerveau, hacker le cerveau, pose évidemment des problèmes éthiques, moraux, philosophiques, politiques, absolument majeurs. Le cerveau, c'est la dernière frontière. C'est l'ultime frontière. C'est la chose la plus importante au XXIe siècle. Notre maîtrise du cerveau, elle s'améliore. Ça ne marche pas, les slides. Notre maîtrise du cerveau, elle s'améliore et nous commençons à comprendre son fonctionnement. Ce qui est clair, c'est que le neurone a 550 millions d'années. Les premiers neurones sont arrivés au moment de l'explosion du Cambrien, dont vous voyez un fossile là, alors que le transistor n'a que 60 ans et la loi de Moore 50 ans. L'évolution du neurone est extrêmement lente. En 550 millions d'années, le neurone n'a pas beaucoup bougé. Bien sûr, le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Mais c'est lent, 550 millions d'années. Alors que le transistor, en 60 ans, c'est-à-dire 10 millions de fois moins, se rapproche des performances du cerveau humain. Les neurosciences, l'informatique sont en train aujourd'hui de converger progressivement. Et c'est en cela que vous allez devenir des ingénieurs du cerveau, des cogniticiens, bien davantage que des codeurs. Vous connaissez tous l'histoire. On a commencé par Turing, ce génial inventeur de l'informatique moderne. On est passé par Moore, et vous savez que la puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard sur les 31 dernières années. L'évolution de la puissance informatique est spectaculaire, je ne vous apprends rien. La connaissance du cerveau, elle est plus récente. L'homme neuronal, Changeux, c'est il y a 30 ans, et puis Edelman, la découverte de comment fonctionnent l'âme et la conscience et comment l'âme est produite par les neurones, c'est 92. Edelman a eu le prix Nobel. Les croyants ont été très choqués, bouleversés. Beaucoup d'ailleurs refusent de croire aujourd'hui encore que c'est le neurone qui produit l'âme et non la transcendance. Aujourd'hui, un certain nombre de programmes en Amérique du Nord et en Europe cherchent à comprendre le fonctionnement du cerveau humain et notamment le connectome, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionne l'organisation des 100 000 milliards de synapses qui connectent nos 100 milliards
de neurones. Et on estime que la compréhension du connectome, c'est-à-dire de toutes nos synapses, nécessite une puissance de l'ordre du zétaflop, c'est-à-dire une puissance que l'on atteindra vers 2029-2030 si l'on en croit les prophéties d'Intel. Nous rentrons dans le XXIe siècle qui est fondamentalement le siècle du neurobusiness. Le XXIe siècle est le siècle du neurobricolage et du neurobusiness. La majeure partie du business mondial, c'est un neurobusiness, c'est un business du cerveau. Et Google fait partie du business du cerveau, c'en est même le leader mondial. On ne parlera bien plus tôt d'informatique. On parlera de cognitique, de sciences du cerveau, et l'informatique ne sera qu'un petit morceau de la cognitique. Un ordinateur et un cerveau, c'est différent. Le cerveau est massivement parallèle, ce qui n'est pas le cas des ordinateurs, vous le savez bien, mais fondamentalement, un ordinateur fait de viande, c'est ça un cerveau. Un cerveau, c'est un ordinateur fait de viande, avec un mode de fonctionnement un peu particulier, mais qui, in fine, est un mode de fonctionnement binaire quand même. Le neurobusiness, c'est bien sûr d'abord lire le cerveau, comprendre, avec des électrodes ou sans électrodes, c'est le métier historique de Google. C'est aussi aider le cerveau, nous aider à retenir des choses, nous aider à nous orienter, nous aider à stocker. Puis renforcer le cerveau. Et puis après, fabriquer du cerveau biologique, et on va voir que c'est quelque chose qu'on commence à faire, de fabriquer du cerveau en éprouvette, et puis de fabriquer du cerveau siliconé, c'est l'intelligence artificielle. Nous ne sommes qu'au début de l'intelligence artificielle, mais le XXIe siècle est encore long. C'est également réparer le cerveau, sélectionner les cerveaux, interfacer le cerveau avec des composants électroniques, ce qu'on appelait jadis cyborg, et que l'on appelle aujourd'hui de noms plus poétiques, et puis bien sûr transférer le cerveau sur des microprocesseurs, et vous savez tous que c'est l'obsession des dirigeants de Google. Vous les geeks, votre vrai métier, c'est pas de pisser du C++, c'est d'être neurohacker. Le code, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le code qui modifie le cerveau, qui modifie le cerveau biologique, qui agit sur le cerveau biologique, mais qui agit aussi sur les cerveaux non biologiques. Beaucoup d'entre vous ici passent le plus clair de leur temps à essayer de convaincre Google de bien crawler les pages qu'ils ont produites. C'est bien une forme particulière de neurohacking. C'est la façon de hacker l'intelligence artificielle embryonnaire qu'est Google. Vous êtes fondamentalement des neurohackers et je suis étonné qu'une profession aussi moderne et aussi prospective que vous l'êtes n'ait pas encore compris qu'elle va devoir s'intéresser à la neurologie et aux sciences du cerveau et que son métier va radicalement changer parce que la fabrication du code traditionnel va être très largement autonomisée. La révolution de l'automation et de la robotique au XXIe siècle ne concerne pas que les livreurs et les ouvriers, elle concerne aussi le monde de l'IT, qui va devoir migrer vers des fonctions de neurohacker et qui probablement demain ne pissera plus de code. Pisser du code n'étant pas du tout péjoratif, hein, je suis comme vous un geek, donc c'est très noble de pisser du code. Mais c'est un métier qui va disparaître sur 10 à 30 ans. Dans l'univers de la Silicon Valley tel que nous le connaissons, contrôlé par GAFA, il est clair que les acteurs de la Silicon Valley, et notamment Google,
sont comme cet orque léopard et les petits business verticaux sont ce pauvre pingouin tétanisé. La Silicon Valley au sens large du terme, et Google en particulier, ont égorgé beaucoup de métiers et ils vont continuer. D'ailleurs, chez Leclerc, ils sont restés le cul par terre quand ils ont réalisé dans la dernière enquête Saatchi qu'Amazon est plus aimé et plus respecté que Leclerc en France maintenant. Parce qu'Amazon maîtrise mieux les neurotechnologies et a un meilleur moteur informatique que le site leclerc.com. D'autres métiers demain seront menacés, tous les métiers de l'automobile avec la Google Car, et je ne vous parle pas d'AXA qui pourrait être balayé rapidement au jeu du Googleopoly. Regardons un petit peu le monde sous un jour différent de celui sous lequel on le regarde d'habitude. Il y a un choc technologique en cours. Autour des NBIC, bien sûr, avec des lois exponentielles, la loi de Moore n'en étant qu'une. Autour de Google, surtout, qui, imprégné d'une idéologie transhumaniste, change toutes les règles du jeu. Dans l'informatique, mais aussi dans l'aéronautique, dans le monde spatial, dans le monde automobile et maintenant dans le monde de la santé. Ce choc est un choc majeur. Nous l'avions, avec mon ami David Angevin, il y a quelques années, prévu dans un livre d'anticipation, Google Démocratie. Cette prophétie d'un Google totipotent se réalise aujourd'hui. Les NBIC sont aujourd'hui contrôlés globalement par Google. Google a commencé par l'informatique et les sciences cognitives, et puis maintenant il est rentré massivement dans les nanobiotechnologies, avec Calico qui se fixe comme objectif d'augmenter l'espérance de vie humaine. La valeur économique est en train de migrer des différents secteurs, du médicament, de la distribution, de la finance, vers le data mining, le big data, les NBIC, les algorithmes. L'algorithmique est un trou noir de valeur particulièrement bien maîtrisé par Google. Dans les 30 à 40 années qui viennent, nous allons voir l'automatisation des métiers intellectuels. Vous avez probablement vu que la Harvard Business Review vient de publier un article qui montre qu'un algorithme choisit mieux un candidat à l'embauche qu'un spécialiste des GRH. L'algorithme coûtant quelques dollars et le spécialiste des GRH 200 000 $ par an. L'industrialisation, l'automatisation des tâches intellectuelles va être redoutable. Et elle est au cœur de cette problématique neurotechnologique. Ce Google démiurge, maîtrisant toutes les technologies, est aujourd'hui incontestablement le leader mondial des neurotechnologies. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'agenda caché. Le Googlestan, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une contrée. Le Googlestan, c'est notre cerveau. Le projet politique sur le cerveau de Google, il y a des milliers de pages qui ont été écrites par les dirigeants de Google, par Kurzweil, mais pas uniquement par Kurzweil. Google ne fait pas du business. Google fait de la neurotechnologie. Quel est le point commun entre les Google Glass, les nouvelles lentilles Google pour le suivi des diabétiques, la robotique, Google Calico en neurotechnologie, Google Maps, Google Car, le nouveau système d'exploitation pour les montres, Nest, la domotique, l'intelligence artificielle, DeepMind, la génétique avec 23andMe, Android, etc., etc. Le point commun à toutes les ventures de Google, à tout l'empire Google, c'est le cerveau. Google a pour ambition de fusionner l'IT et la neurologie, et en cela, Google a compris votre métier avant vous.
car bien peu de gens dans votre univers s'intéressent à la neurologie, ont embauché dans leurs entreprises des neurologues ou des spécialistes de la neurologie. Fusionner le neurone et le silicium est l'objectif en plusieurs étapes que je vais vous décrire. Google est donc un neurotechnologiste qui, par sa maîtrise de tout le spectre des technologies NBIC, est devenu dès à présent l'entreprise la plus puissante au monde, plus puissante qu'aucune autre entreprise n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Mais nous ne sommes qu'au tout début de ce processus. Les ambitions de Google, je vous ai laissé les termes en anglais, car ces réalités industrielles et conceptuelles sont anglaises et pas francophones. La première étape, c'est de nous orienter. Google nous oriente dans le monde réel et dans le web, grâce aux différents outils comme Google Search, Google Maps, etc. La deuxième étape, c'est de nous servir de mémoire de substitution. Gmail, Picasa sont des applications dans lesquelles nous déversons une partie de notre mémoire. La troisième étape, c'est de réaliser la réalité augmentée, d'augmenter nos sens pour augmenter notre cerveau. Google Glass, Google Lens et l'ensemble des technologies que Google développe aujourd'hui vont dans ce sens-là. La quatrième étape, c'est l'intelligence artificielle, qui est une ambition majeure de Google et qui donne des premiers résultats tout à fait spectaculaires. La cinquième étape, c'est la robotique. Et c'est quoi la robotique? La robotique, c'est d'injecter du cerveau dans une structure biomécanique. Et Google, vous le savez tous ici, est devenu le leader mondial de la robotique en rachetant les 8 principales sociétés mondiales de robotique en 18 mois sans que personne s'en rende compte. En préemptant tous les meilleurs ingénieurs de robotique, sans que la concurrence s'en rende compte, sans que General Electric s'en rende compte. Pardon. La sixième étape, c'est de fabriquer le cerveau 2.0. C'est d'augmenter le cerveau, c'est de le renforcer, c'est de le réparer quand il est malade. Depuis les prothèses de cerveau jusqu'à la neurogénétique, Google avance très fort dans tous ces secteurs-là. La septième étape, c'est d'assurer une durée de vie plus longue au cerveau. Ça ne sert à rien d'avoir un cerveau de compétition si on continue à mourir à 90 ans. Il faut donc augmenter la durée de vie du cerveau. C'est pour cela qu'au travers de Calico et de quelques autres ventures, Google s'est lancé dans un plan d'augmentation de l'espérance de vie humaine dès le XXIe siècle. Et vous avez tous vu que l'objectif de Google est d'augmenter notre espérance de vie de 20 ans d'ici 2035, ce qui signifierait, le calcul n'est pas très compliqué à faire, que si Google réussissait, entre aujourd'hui et 2035, nous ne nous rapprocherions pas de notre mort. La dernière étape, c'est d'assurer une conscience éternelle, et c'est l'ensemble des travaux que mène Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, sur l'upload cérébral, c'est-à-dire d'assurer l'immortalité de l'âme en transférant le contenu cérébral sur des circuits intégrés. Première étape, nous orienter dans le web, étape que vous connaissez tous, tout le monde se sert de Google ici, au travers du search, au travers de Maps, Google nous oriente donc dans le monde réel et dans le monde virtuel, et assure une mémoire éternelle et illimitée, nonobstant le droit à l'oubli. Quand vous tapez Merkel naked, vous récupérez toutes les photos de naturisme de la chancelière Angela Merkel du temps de l'Allemagne de l'Est, dans les froides plages autour de Potsdam.
Elle a beaucoup grossi depuis. Mais elle était déjà un petit peu plus charpentée que la copine de droite. La mémoire de Google est redoutable. Puis là, le droit à l'oubli va être difficile parce qu'il y a des millions d'Allemands qui l'ont déjà téléchargé, cette photo, depuis Google. D'ailleurs, les jeunes générations ont encore moins de pudeur. Et quand vous voyez les centaines et centaines et centaines de milliers d'ados qui se photographient nus et mettent ça sur Internet, on peut être inquiet sur ce qu'ils penseront de leurs propres selfies quand ils auront 40 ans. La CNIL n'a pas fini d'avoir des sueurs froides. Alors, en tant qu'urologue, en tant que chirurgien urologue, permettez-moi de vous rassurer. Il ne faut pas, au travers de cette photo, que vous pensiez que les geeks sont des petites bites. C'est plutôt lui qui est légèrement au-dessus de la moyenne pour un caucasien. Maintenant, pour que demain, Google Maps et Google Earth soient en réel, vous avez vu que la semaine dernière, Google a racheté un gros fabricant de satellites, ce qui fait qu'il y aura demain plein de satellites et qu'au lieu d'avoir les images de son jardin d'il y a 2 ans, on aura des images temps réel de la Terre, ce qui risque de rendre difficile les 5 à 7 chez sa maîtresse. Ou peut-être pourra-t-on payer pour blinder le satellite sur le chemin qui mène de sa maison jusqu'à son 5 à 7. D'ailleurs, sur les satellites, Tom Enders, le patron d'Airbus, s'est beaucoup inquiété de l'entrée dans le domaine de l'aéronautique et des satellites de Google dans une interview la semaine dernière. Deuxième dimension, mémoire de substitution. Plein d'applicatifs de Google nous permettent de stocker des informations. Vous les connaissez toutes. Nous ne sommes qu'au début de cette mémorisation par procuration. Troisième étape, la réalité augmentée. La Google Glass, c'est de la neurotechnologie, ce n'est pas de l'informatique. Ça vous envoie les informations directement sur la rétine. Et vous savez, la rétine, ça fait partie du cerveau, ce que les gens ne savent pas. Les cellules rétiniennes sont des neurones. Les lentilles dont j'ai parlé tout à l'heure chez les diabétiques, et vous avez tous vu le dernier brevet de Google pour des lentilles intelligentes de type un peu Terminator que Google a déposé il y a quelque temps. Au-delà de la dimension visuelle, Vint Cerf, qui est le cofondateur du web et qui est un cadre dirigeant important de Google, expliquait il y a peu dans un canard où il était interviewé que les implants intracrâniens qu'on utilise aujourd'hui notamment chez les enfants sourds, on met une électrode à l'intérieur du crâne quand les enfants sont sourds, que c'était mieux que l'audition normale parce que ça permettait d'entendre les ultrasons qu'on n'entend pas avec une oreille normale. Et il préconisait que nous, les gens qui n'avons pas de problème d'audition, nous réfléchissions à l'opportunité de nous mettre des implants pour mieux entendre. Vous voyez que l'idée transhumaniste que l'on peut augmenter nos sens par la technologie n'en est qu'à ses débuts chez Google. Ça, c'est pas Google, c'est Facebook, mais si on prend l'écosystème de la Silicon Valley au sens large, Facebook, avec l'Oculus, a également franchi un pas important dans cette direction. Personnellement, Oculus me donne mal au cœur, mais j'espère que les prochaines versions seront mieux. Quatrième dimension, l'intelligence artificielle. Kurzweil, qui est très en forme en ce moment, a déclaré à plusieurs reprises qu'il pensait qu'en 2045, l'intelligence artificielle googlienne sera 1 milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains. Cette croyance dans l'intelligence artificielle, elle est vraiment partagée par tous les dirigeants et actionnaires de Google.
C'est d'ailleurs la raison d'être principale de Google. Et c'est ce qui fait que les dirigeants et actionnaires de Google sont profondément des transhumanistes. Cette intelligence artificielle pose bien évidemment beaucoup de problèmes. Vous reconnaissez tous l'œil d'Hal 2000, la méchante intelligence artificielle du film de Kubrick, que certains ont malicieusement mis à la place du premier haut de Google. Les questions posées par l'intelligence sont nombreuses, ça dépasse le cadre de cette conférence. En tout cas, il faudra bien qu'il y ait une réflexion sur l'intelligence artificielle. Google commence d'ailleurs à le comprendre et vient de créer un comité interne à Google, un comité d'éthique de réflexion sur l'intelligence artificielle. Jusqu'où peut-on aller? Quelles limites faut-il mettre à l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle ne devienne toxique pour l'homme? Faut-il l'interfacer avec le tissu cérébral biologique? Voilà les questions auxquelles Google réfléchit aujourd'hui en interne. Cinquième dimension, la robotique. Donc Google a fait une razzia sur la robotique. Et c'est là où on voit que Google voit bien le futur. Car aujourd'hui, tout le monde est convaincu que nous sommes rentrés dans l'ère de la robotique 2.0. Mais quand Google a commencé en cachette à racheter toutes les belles boîtes de robotique, personne n'y croyait. Google a remporté toutes les premières places avec ses différents robots au concours annuel de DARPANET sur les meilleurs robots. Certains robots de Google sont androïdes, humanoïdes, d'autres sont à quatre pattes, ils sont de différentes formes. Une bonne partie de ces robots sont vendus à l'US Army. Google est aujourd'hui un fournisseur important des militaires et la plupart de ces robots sont en fait des robots militaires. Après l'ère des drones, voilà arrivé le soldat militaire robotisé. Le sujet commence à faire la une des médias et The Economist en a fait un dossier absolument remarquable il y a quelques semaines. Quand on parle de robotique, on ne peut pas ne pas parler de la Google Car. La Google Car, c'est un robot. C'est un robot particulier, mais c'est un robot qui s'améliore chaque semaine. Et aujourd'hui, la Google Car est capable de repérer quand un cycliste tend le bras et de penser qu'il va tourner vers la gauche. Cette évolution de la robotique a ému certains grands industriels de l'informatique. Bill Gates a donné il y a peu une interview, donc comme je vous disais tout à l'heure, où il s'inquiétait du fait que la plupart des métiers allaient être remplaçables par des automates. Et il a d'ailleurs prédit qu'en 2035, il n'y aurait plus d'infirmières et qu'elles auraient été remplacées par des automates de nouvelle génération. Des problèmes éthiques se posent. Le VP de Qualcomm a posé la question. Si nous arrivons à avoir des robots ayant un début de conscience, est-ce qu'il serait éthique de les débrancher ou non éthique? Et certains théoriciens de la Silicon Valley commencent à parler d'un racisme envers l'intelligence siliconée. Racisme de l'intelligence carbonée, biologique, nous, à l'égard de l'intelligence siliconée des robots et de l'intelligence artificielle. Et dans la Silicon Valley, certains considèrent qu'il est aussi honteux pour un humain biologique de mépriser l'intelligence artificielle que pour un blanc en 1850 en Louisiane de mépriser un black. Sixième axe de l'escalier neurotechnologique de Google, le cerveau 2.0. La sélection des embryons, la réparation du cerveau, la neurogénétique, les nanorobots, les neuroprothèses. Wojcicki est l'ex-femme du cofondateur de Google, Sergey Brin. Elle dirige 23andMe, qui est une filiale minoritaire de Google, qui fait de la génétique.
23andMe a obtenu l'US patent 8 543 339 B2, qui, comme vous pouvez le voir, et s'il y en a que ça intéresse, je peux le renvoyer en PDF, donne à Google, à la filiale de Google, le monopole de la sélection des embryons sur la page génétique. Comment fabriquer des plus beaux bébés et comment fabriquer des bébés plus intelligents par analyse génétique. C'est du lourd. Le bébé ingénierie commence à germer, d'ailleurs c'est déjà des grosses graines, dans la Silicon Valley. C'est un bébé, hein, enfin un petit bébé. En matière de prothèses, au-delà des implants cochléaires dont on parlait tout à l'heure, des implants intracérébraux, de la rétine artificielle, des bras bioniques, des progrès importants arrivent. Et Kurzweil va plus loin, puisque à Vancouver, il a déclaré « En 2035, nous serons connectés à l'Internet et au cloud computing par l'intermédiaire d'implants intracérébraux. » Et il dit lui-même que cela permettra un bond extraordinaire équivalent à des millions d'années d'évolution, grâce à la fusion entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Ce qui lui fait dire que Google nous connaîtra mieux que notre conjoint, et sans doute mieux que nous, et que Google pourra répondre à nos questions avant que nous les ayons posées. Pour la partie AdWords de Google, ce sera quand même extrêmement pratique pour être sûr qu'on va bien acheter dans un magasin qui a passé contrat avec Google le produit que l'on cherchait. Kurzweil, à Vancouver, a expliqué longuement qu'il fallait que l'humanité se prépare à ces implants intracérébraux et soit prête à arriver à gérer cette pensée hybride. Cette pensée où on a encore une partie d'intelligence biologique, mais où on a déjà une partie d'implant électronique, et d'arriver à gérer en parallèle ces deux pensées, cette pensée hybride que nous aurons à partir de 2035. La question de savoir comment nous allons rester dans la réalité, dans ce monde-là, se pose de la même façon que nous voyons qu'il y a un petit décalage entre Demi-Moore dans la rue et Demi-Moore dans les magazines après 3 heures de Photoshop. On peut se demander jusqu'où nous devons accepter que les neurotechnologistes nous emmènent dans un monde très différent du monde auquel nous sommes habitués. Et moi, personnellement, pour ma génération, mais à 55 ans, je suis un vieux con, je ne souhaite pas de mon vivant avoir des implants intracérébraux pour me connecter à Google plus rapidement. La génétique, 23andMe, filiale de Google, travaille beaucoup sur la maladie de Parkinson notamment, mais c'est normal puisque Sergey Brin est atteint par la mutation génétique qu'il donne de 3 chances sur 4 d'être atteint par la maladie de Parkinson, puisqu'il a une mutation du gène LLRK2. Dans ce domaine-là, le potentiel est illimité. La première fabrication de cerveaux en éprouvette a eu lieu il y a quelques mois. Petit morceau, hein, ce n'est pas un cerveau entier pour l'instant. En tout cas, nous pouvons, à partir de cellules de peau, par la technique des cellules souches, fabriquer du cerveau aujourd'hui. Se pose d'ailleurs la question du statut de ce cerveau. Faut-il lui donner des droits ? A-t-on le droit de le foutre à la poubelle une fois qu'on l'a créé? A-t-il le droit de voter? Doit-on assurer sa pérennité? Doit-on le réanimer? Doit-on l'écouter? Doit-on être empathique? De même, en matière de thérapie génique, les progrès sont spectaculaires. Nature, la plus grande revue scientifique au monde, a récemment publié l'histoire de ces 2 petits singes qui ont, grâce aux nouvelles enzymes nucléases qui permettent de couper l'ADN et remplacer un morceau d'ADN de façon ultra économique, ont été de façon multiple génétiquement modifiés avec de nombreuses modifications de leur ADN
ce qui ouvre la porte demain à des modifications des parties de notre ADN qui codent pour l'organisation de notre tissu cérébral. Les neurotechnologies nous font rentrer dans une problématique biopolitique majeure. Jusqu'où doit-on aller? Comment préserver notre humanité 2.0? On parlait tout à l'heure des brevets de sélection génétique de la filiale de Google, mais les problèmes d'eugénisme se posent aujourd'hui. Dans un pays comme la France, on supprime déjà 97% des enfants trisomiques dépistés. Demain, on va connaître non pas seulement la trisomie 21 génétiquement, mais on va connaître, grâce à des nouvelles techniques de séquençage, la totalité du patrimoine génétique de nos enfants. Le sujet préoccupe beaucoup aux États-Unis, mais quand on voit ce que déclare le responsable chinois du programme de séquençage des surdoués, c'est-à-dire que le fait que la Chine est prête aujourd'hui à utiliser ces nouvelles connaissances dans la détermination des variations génétiques qui favorisent les QI élevés pour faire de l'eugénisme positif cette fois-ci, c'est-à-dire sélectionner les embryons qui vont donner des enfants à QI élevé, on s'interroge sur la façon de réguler ce pouvoir démiurgique extraordinaire qui est donné à l'humanité en général et aux entreprises maîtrisant les neurotechnologies en particulier. Septième étape. Vous avez tous reconnu qu'ils ont beaucoup vieilli. Alors ça, c'est un anonyme, c'est un japonais inconnu, mais eux, vous les connaissez. Pour ne pas vous faire peur, après le déjeuner, j'ai pris des photos anciennes. Les photos récentes sont très malheureuses. Et ça n'est pas Depardieu. C'est le jeune premier numéro 1 en 1970. Helmut Berger, qui était, mais vous êtes trop jeune pour ça, qui était à l'époque considéré comme extraordinairement beau comme acteur, notamment par son amant, qui était le cinéaste Visconti. Kurzweil, encore toujours lui, comme les dirigeants de Google sont arrivés à la conclusion que je disais tout à l'heure. À quoi bon avoir un cerveau renforcé si on doit mourir à 90 ou 95 ans? D'où leur combat pour lutter contre la mort. La mort de la mort, qui était le titre de mon avant-dernier bouquin, devient un objectif majeur dans la vallée. Et notamment chez Google pour cette raison-là. Il faut assurer un véhicule qui permette la survie du cerveau. Puisque le seul problème, c'est d'assurer la survie de son cerveau. Google souhaite augmenter rapidement notre espérance de vie. Je vous le disais tout à l'heure, 20 ans d'ici 2035. Les médias américains s'interrogent très sérieusement, est-ce que Google va pouvoir résoudre le problème de la mort? Je ne vous fais pas de dessin. Si Google réussit dans les nanobiotechnologies, ce n'est pas uniquement le business des liens sponsorisés qui en est modifié, c'est notre humanité tout entière qui est bouleversée. Google a créé donc Calico, débauché les meilleurs spécialistes mondiaux du vieillissement, débauché le patron de Genentech, qui est un grand patron de la pharma, et a des objectifs très ambitieux. D'ailleurs, quelques petits plaisantins, après l'annonce de la création de Calico, sont arrivés chez Google, à Mountain View, et ont fait une petite manifestation en demandant à Google de résoudre rapidement le problème de la mort et en exigeant de Google l'immortalité tout de suite. Immortality now. La question n'est pas de savoir si on peut augmenter l'espérance de vie, c'est quel va être le prix du pari faustien
avec les transhumanistes. Que va-t-il falloir accepter comme modification à notre humanité biologique, à notre humanité génétique pour vivre plus longtemps? Et la question sera bien, préférons-nous vivre 85 ans en restant des humains 1.0 ou voulons-nous vivre 200, 300, 500 ans en étant biologiquement modifiés, c'est-à-dire transhumains? La réponse des dirigeants de Google est claire. C'est la deuxième possibilité. Mais l'ensemble de l'humanité n'est pas forcé de choisir cette solution technologique, notamment les croyants, qui pensent qu'il n'est pas raisonnable de s'opposer au dessein de la transcendance. À côté de Google, vous avez vu que Apple est rentré dans le secteur de la santé récemment et a de grandes ambitions. Et il est à peu près clair que l'iPhone sera demain le stéthoscope du XXIe siècle. 8e étape, le plus troublant pour les vieux de ma génération. Ça, je pense que vous avez tous reconnu ce que c'est. Schumacher. Pour ceux qui connaissent Courchevel, il s'est mal débrouillé parce que c'était un terrain vraiment pas difficile. Enfin, Méribel, vraiment pas difficile. Même si on vit longtemps, il peut y avoir un accident. Et donc, notre cerveau peut mourir ou être... Schumacher n'est pas mort, mais il aura très probablement au moins des séquelles importantes. Et donc, pour assurer la pérennité de notre cerveau, il faut un backup. Schumacher, il n'y a pas eu de backup, et je peux vous dire que même s'il survit, et il est sorti de l'hôpital il y a quelques jours, il aura des séquelles majeures. Il aurait dû backuper son cerveau. Mais la technologie n'existe pas encore. Kurzweil a écrit plusieurs milliers de pages sur le sujet. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a été embauché comme ingénieur en chef et directeur du développement chez Google. Dans ses différents bouquins, il rêve d'une humanité 2.0 qui aurait réussi ce qu'il estime être possible vers 2040-2045, c'est-à-dire le transfert de l'âme dans des circuits intégrés. C'est là encore un changement radical dans l'organisation de la société. Et vous voyez bien que nous sommes très éloignés du Google auquel nous pensons traditionnellement, c'est-à-dire au Google du moteur de recherche. Le projet de Google dépasse de beaucoup la partie immergée de l'iceberg. Là encore, les médias américains prennent tout ça très au sérieux et Time se fait régulièrement l'avocat des thèses de Kurzweil sous une forme qui, personnellement, ne me plaît pas beaucoup parce que je ne m'imagine pas tellement avec un tuyau en titane dans la nuque. Qui voudrait ça? Personne. Vous voyez, on est une génération perdue pour la technologie. La neurorévolution, elle débute maintenant. La technologie est là et l'idéologie transhumaniste est là. Et des entreprises dotées de moyens quasi illimités sont là. Le projet de Google, finalement, c'est de s'appuyer sur les NBIC pour développer une vision transhumaniste de l'humanité, neurotechnologique, avec un vrai messianisme politique. Le business n'est pas le problème. Le problème, c'est changer l'homme. Lisez bien ce qu'ont écrit les dirigeants de Google. Ils sont messianiques. Ce ne sont pas seulement des entrepreneurs. L'opinion va adorer. Qui va refuser de vivre plus longtemps et d'avoir un cerveau augmenté? Presque personne. Même la plupart des croyants vont vouloir être augmentés. La bataille entre le neurone et le silicium, elle est très incertaine. Mais il est clair qu'à l'horizon de quelques dizaines d'années, le cerveau biologique aura perdu la bataille.
et les questions qui se posent sont des questions vertigineuses. Et Google, de par son action, nous fait nous poser des questions politiques et philosophiques vertigineuses que l'on n'imaginait absolument pas il y a seulement 10 ans. Bon, je sens que ça ne vous attire pas énormément. De l'utopie googlienne à la dystopie, c'est-à-dire l'anti-utopie, mélange de 1984 d'Orwell, du Meilleur des mondes, d'Huxley, de Minority Report et de Gattaca, il n'y a qu'un pas. La question qu'on peut se poser, c'est qu'aurait fait Staline ou Pol Pot s'ils avaient eu les neurotechnologies dont nous allons disposer dans les années qui viennent? Et quand on voit ce qu'a écrit France Nouvelle, c'est-à-dire l'Humanité dimanche, le jour de la mort de Staline, le cœur de Staline, illustre compagnon d'armes et le prestigieux continuateur de Lénine, l'ami, le frère des travailleurs a cessé de battre, mais le stalinisme vil est immortel. Le nom sublime du maître génial du communisme mondial resplendira d'une flamboyante clarté à travers les siècles et sera toujours prononcé avec amour par l'humanité reconnaissante. À Staline, à tout jamais, nous resterons fidèles. Les communistes s'efforceront de mériter, par leur dévouement inlassable à la cause sacrée de la classe ouvrière, du peuple, de la démocratie, du socialisme, de la souveraineté, de l'indépendance nationale et de la paix, le titre d'honneur de Staline. Gloire éternelle au grand Staline, dont les magistrales œuvres scientifiques impérissables nous aideront à rassembler la majorité du peuple et à devenir la force dirigeante. Sous le drapeau invincible de Staline, en prenant pour modèle son glorieux parti communiste, nous marcherons sur le chemin de la victoire, etc. Si on avait donné aux communistes en 1953 les neurotechnologies, ils nous auraient implanté des puces d'amour à Joseph Staline. C'est l'époque où Jean-Paul Sartre, revenant d'Union soviétique, expliquait que c'était le pays le plus démocratique au monde et que la liberté de la presse y était totale. Quelques mots de conclusion, et je n'ai même pas dépassé mon temps. Les enjeux qu'on a vus sont multiples autour des neurotechnologies, autour des technologies NBIC, et posent une vraie question sur le droit que nous avons de modifier dès le XXIe siècle l'humanité. En partant d'un moteur de recherche et en s'appuyant sur les technologies NBIC, Google devient progressivement une neuroprothèse, avec comme objectif avoué de créer l'humanité 2.0, qui est le titre d'un des livres de Kurzweil. Google est plus proche d'une église que du Nasdaq. C'est davantage un projet politico-philosophique qu'un projet managérial. Et je le répète, l'opinion va adorer ce fantasme démiurgique. Donc la régulation ne va pas être simple. Ce monde sera-t-il la mort de la mort ? Va-t-il être la mort de l'argent ? Quel sens l'argent a dans une civilisation où l'intelligence artificielle a gagné ? Est-ce la mort de l'homme 1.0 ? Est-ce la mort, sans doute, du clivage droite-gauche pour laisser la place à un clivage bioconservateur contre transhumaniste ? Humain 1.0 contre humain 2.0 ? En tout cas, des inquiétudes se font jour aujourd'hui. Cette fusion de la vie, du cerveau et de la technologie, ce cerveau Google Inside, ce trou noir technologique qui nous attire vers un futur auquel nous n'étions pas préparés, car nous ne sommes pas préparés à cette évolution-là, est particulièrement troublant. Le fondateur de DeepMind, grande entreprise d'intelligence artificielle qui a été rachetée il n'y a pas longtemps par Google, le fondateur de DeepMind a déclaré « L'intelligence artificielle peut exterminer l'humanité dès le XXIe siècle ». C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé Google à créer un comité d'éthique sur l'intelligence artificielle. De même, Hawking, vous l'avez probablement vu, a écrit une lettre au Guardian avec plusieurs amis physiciens et prix Nobel, dans lequel il s'inquiète du risque majeur que prend l'humanité avec l'intelligence artificielle dans les 30 à 40 années qui viennent. Ce siècle est vertigineux,
Bien sûr, nous pourrions peut-être espérer qu'il y ait un nouveau tremblement de terre à San Francisco, comme au début du siècle dernier, et que la Silicon Valley soit rayée, mais cela ne ferait que retarder l'utilisation de ces technologies de quelques années. Cela ne changerait pas grand-chose à notre rendez-vous avec la technologie. En tout cas, la mort de la guerre n'est peut-être pas encore là, car l'opposition entre les bioconservateurs et les transhumanistes pourrait être extrêmement violente, notamment sur la question très sensible du cerveau. Et je vous rappelle que, par exemple, la religion catholique pense que l'âme est donnée par le Seigneur et n'est en aucun cas une production de nos neurones. Des conflits idéologiques et philosophiques majeurs pourraient apparaître sur cette question du contrôle du cerveau. Bill Joy, le fondateur de Java et de Sun, écrivait il y a déjà 14 ans, en 2000, « Pourquoi le futur n'a pas besoin de nous ?» dans lequel il s'inquiétait déjà de ces technologies-là et il craignait qu'elles ne signifient la fin de l'homme. Nous sommes un peu dans la position de cet Ukrainien qui monte à entre 100 et 500 mètres de hauteur sur les immeubles et s'accroche avec soit un doigt, soit deux doigts, soit trois doigts, soit quatre doigts pendant que son copain le photographie. Nous sommes dans une situation vertigineuse, non pas au sens matériel du terme, mais au sens philosophique du terme. La neuropolitique, c'est-à-dire la politique du cerveau, va devenir le seul enjeu du XXIe siècle. Que faisons-nous de notre cerveau ? Quelles limites donnons-nous à notre pouvoir démiurgique sur notre cerveau et sur l'intelligence artificielle ? Il va falloir traiter et adresser beaucoup d'enjeux. La neurogénétique, la neuropolice, la neurojustice. La justice aurait-elle le droit de lire dans nos cerveaux lorsque nous serons implantés ? La neuromédecine, le neuromarketing, la neurogéopolitique. Que deviendraient les pays qui font de la sélection des embryons sur place intellectuelle, enfin, tout du moins ceux qui refuseraient de faire de la sélection d'embryons face aux pays qui accepteraient de faire de la sélection d'embryons sur la base du QI futur. Il y a là une espèce de neuro-guerre géopolitique en puissance, perdue d'avance par ceux qui refuseraient la sélection, quoi qu'on y pense d'un point de vue moral et politique. La neuromanipulation, le neuro-announcement, le neuro-hacking, les neuro-implants, la neurothéologie, la neuroéthique, la neuroéducation, toutes ces technologies vont demain être utilisées à l'école. Dans la guerre mondiale de l'intelligence qui est en cours, beaucoup de pays se serviront de ces technologies-là pour augmenter les capacités demain de leur future population. La neurosélection. Et enfin, la neurodictature. Et je le répète, l'un des grands enjeux, c'est d'assurer la démocratie neurologique qui devient le premier droit de l'homme, puisque la préservation de notre libre arbitre, la sécurité de notre cerveau est bien au XXIe siècle l'essentiel, et une dictature qui prendrait le contrôle de notre cerveau serait une dictature éternelle que l'on ne pourrait pas abattre, contrairement aux dictatures du XXe siècle qui ont finalement pris fin. Je vous remercie. On a du temps pour des questions. C'est la première fois que je finis dans les temps. Vous avez mentionné des endroits sur la carte comme la Silicon Valley ou la Chine. On voit bien d'un côté la technologie, de l'autre côté des expérimentations qu'on n'oserait peut-être pas faire en Europe ou en France. Quel est le rôle aujourd'hui où la prise de conscience, soit de l'Europe, soit de la France, soit d'autres pays dans le monde ? On est sur un duopole Asie-États-Unis. Les gens réfléchissent beaucoup à ça en Chine, bien sûr, en Corée, aux États-Unis et notamment Boston et puis la côte ouest. La réflexion en Europe, elle est inexistante.
mais elle est de même nature que sur l'ensemble des technologies NBIC. Ce n'est pas à l'agenda des politiques. On est sur une vision à plusieurs années. Les politiques en Europe sont face à des agendas de très court terme. Ils ne s'intéressent donc très très peu à la technologie. Vous imaginez bien que Valls, qui se bat jour après jour pour récupérer une ou deux voix des députés d'extrême gauche du PS sur le vote de confiance, ne va pas réfléchir à l'agenda 2030. Donc effectivement, cette réflexion est absente de l'agenda des élites politiques européennes et en France en particulier. Je vous rappelle par ailleurs ce que je vous disais l'année dernière, dans un pays où le président de la République en 2014 n'a toujours pas d'ordinateur sur son bureau, il est peu probable que les enjeux NBIC soient compris au sommet de l'État. Vous pouvez vérifier, hein. Même sur Paris Match. Quand il y a des photos d'Hollande, vous verrez, il n'a pas d'ordinateur sur son bureau. Oui, bonjour. Deux questions. Quelles sont les limites que vous voyez à ces évolutions? Juste peut-être deux à pointer. Un, le cerveau qui, humain, biologique, semble évoluer beaucoup plus lentement que l'ensemble de ces nouvelles technologies. Donc, quelles sont les limites qu'il va avoir dans sa coexistence avec cette technologie? Et la deuxième, c'est pourra-t-on aller jusqu'à ressusciter les morts à partir du moment qu'on a encore leur ADN? Alors non, on ne va pas ressusciter les morts parce que dans notre ADN, il n'y a pas le contenu de notre cerveau. Il y a dans notre ADN un nombre important des caractéristiques de notre cerveau. Mais les souvenirs que l'on a, on ne l'a pas dans l'ADN. Donc, pour faire ressusciter les morts, il faudrait à la fois faire un clone de l'individu mort et en plus réinjecter sa mémoire et sa conscience qu'on aurait dans un premier temps uploadé selon la technique kurzweilienne. Ça paraît plus difficile, ça ne paraît pas accessible en tout cas avant 2060-2070. Vous trouvez que c'est trop long pour vous? Il n'y a pas très longtemps, un industriel français important que je ne citerai pas m'engueule. Parce que dans La mort de la mort, j'explique que la mort de la mort, c'est pour dans 2 générations. Et lui, qui est très riche et très puissant, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas droit à l'immortalité. Et il trouve ça profondément injuste. Donc il est clair que nous allons avoir, par rapport à toutes ces technologies, une vraie cassure. Ma génération à moi est probablement l'avant-avant-dernière à mourir. Ou l'avant-avant-avant-dernière. Il y a une injustice fondamentale entre ceux d'avant et puis ceux d'après. Mais c'est comme ça. C'est la plus grande injustice de tous les temps. Et il faut l'assumer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons de l'accélération de Google dans la lutte contre la mort et le vieillissement. C'est que les deux dirigeants de Google, parmi les gens les plus riches au monde et de façon certaine, les 2 hommes les plus puissants au monde aujourd'hui, ont 40 ans et voient arriver la mort et ils aimeraient bien être immortels. Oui. Bonjour. Oui. C'est par là. Merci pour cette belle présentation. Votre conclusion, je la prends plus comme une mise en garde. Est-ce qu'à votre avis, on est sur une tendance positive, salutaire et plutôt florissante pour l'humanité, ou vraiment on est sur une tendance autodestructrice et pleine de chaos? Merci. Il est absolument impossible de répondre à cette question. Il n'y a pas de raison qu'il y ait dans les décennies qui viennent qu'il n'y ait plus de salauds. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait plus de Pol Pot ou de Staline. Si une dictature s'installait avec les outils dont nous venons de parler, nous pourrions effectivement être en dictature éternelle. Donc ce serait un scénario profondément noir. D'un autre côté, le potentiel des technologies NBIC, il est formidable. Un peu effrayant pour ma génération, qui n'est pas préparée à ça. Mais d'augmenter l'espérance de vie, d'augmenter nos capacités est quelque chose de plein de promesses. Donc, je crois qu'il n'est pas possible aujourd'hui d'imaginer de façon très fine les scénarios
qui vont se dérouler. Ce qu'on peut dire, c'est que le potentiel de la technologie, il est infini et qu'il n'y a aucune limite technologique. Il peut y avoir des limites politiques et philosophiques, mais en tout cas, il n'y a pas de limite technologique. Tuer la mort n'est pas très compliqué. Renforcer le cerveau n'est pas très compliqué. Interfacer le cerveau avec des composants électroniques, on le fait déjà dans la maladie de Parkinson, on pourra le faire demain chez les gens qui ne sont pas atteints de pathologie. Tout ça, ça n'est plus de la science-fiction. C'est de la médecine réalité à quelques années d'entre nous. La science-fiction aujourd'hui, il en reste. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière et on ne peut pas voyager dans le temps vers le passé. C'est ça la vraie science-fiction. Tout ce dont on a parlé, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la science du XXIe siècle. C'est déjà là. Donc tout ça, c'est fastoche. En revanche, d'aller sur Alpha du Centaure en 15 minutes paraît un peu compliqué compte tenu de notre connaissance actuelle des lois de la physique. Alors, comme d'habitude, la technologie, elle est en fait neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Aucune technologie n'est soit positive soit négative. C'est une banalité, elle dépend fondamentalement de l'utilisation qu'on en fait. Le point important, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la société civile et il faut qu'il y ait une discussion. Je ne partage pas le point de vue des transhumanistes qui pensent qu'on peut faire passer la révolution NBIC en général et la neurorévolution en catimini et qu'il ne faut pas réfléchir politiquement et philosophiquement avant l'arrivée de la vague. Je pense qu'il faut réfléchir. Je ne suis pas certain que nous ayons intérêt dans les 30 ou 40 années qui viennent à être implantés pour faire du brain enhancement. Je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à modifier radicalement notre humanité biologique. Et je pense qu'en tout cas, il faut qu'il y ait un débat politique, philosophique prolongé, sans doute de plusieurs décennies, avant de modifier de façon irrémédiable et irréversible notre humanité. Mais c'est une vision d'un homme de mon âge. Il est probable que mes enfants et mes petits-enfants penseront différemment et auront une vision beaucoup plus décomplexée avec la technologie. D'ailleurs, je me considère comme un geek et mes enfants me considèrent comme un vieux con en technologie. Donc le processus est déjà enclenché. On peut remettre ma dernière slide pour remettre mon adresse Twitter pour les gens s'ils veulent. La première, ça ira aussi. Oui, vous mettez en mode slide. Voilà. Il y avait d'autres questions et c'est fini. T'en as une, toi, Gérard? Non? Alors, tu sais, vous vous demandez pourquoi il m'appelle Gérard, moi aussi. Oui, alors ça, c'est ancré pour 50 ans. Ancré, c'est parce que je suis mémorisé dans son... Je suis mémorisé, alors, plus je me trompe, moins je l'appelle François et plus je l'appelle Gérard. Ok. Ah, excusez-moi. Mais c'est terrible. Je vais le graver là. Il me faut vraiment la dernière puce Kurzweil 2.0. Justement, à propos de Kurzweil, merci pour le roman assez fascinant que vous nous avez déroulé. Kurzweil en est un des protagonistes qui revient régulièrement. J'ai cru comprendre qu'il avait un petit problème par rapport aux deux cofondateurs de Google, c'est qu'il est de 25 ans plus vieux. Est-ce que vous pensez que les cocktails de médicaments qu'il se fait préparer tous les jours par quelques mignons et qu'il ingère pour ralentir son propre processus de vieillissement lui suffiront? Alors, la réponse est non. Et d'autre part, on sait que les compléments alimentaires et les supplémentations vitaminiques diminuent plutôt l'espérance de vie. Donc je vous déconseille de bouffer de la vitamine tous les jours et des cocktails complémentaires. En fait, ça entraîne une augmentation du stress oxydatif et ça n'est pas bon. Donc là, Kurzweil, il est un peu névrotique par rapport à tout ça et il n'est pas très rationnel. Alors, Kurzweil, vous savez, pense qu'il ne va jamais mourir. D'ailleurs, il a fait des dessins de lui où sur sa tombe, il y a marqué sa date de naissance - never. L'espoir fait vivre. Bonjour, excusez-moi. Oui. Ici.
Par rapport à votre homme d'affaires là, qui n'était pas content de savoir qu'il allait mourir, est-ce qu'on peut envisager que, couplé à la technologie du clonage, on pourrait uploader la mémoire qu'on a downloadée par avant, de telle manière que finalement, d'ici 30-40 ans, si on suit la chronologie, on arriverait finalement... Oui, mais c'est difficile parce que notre câblage neuronal, c'est-à-dire le circuit que prennent nos neurones, dépend pour une part de notre ADN, mais aussi pour une part des expériences qu'on a eues. Et donc, si ton clone, il a une autre expérience de vie, d'autres traumatismes, il ne va pas avoir exactement le même câblage. Et par définition, le clone n'aura pas les mêmes parents. Si quelqu'un se clone à 50 ans, par définition, ce ne sont pas ses parents qui seront morts ou vieux qui vont élever le clone. Et donc le fait d'avoir des parents différents va entraîner des modifications de câblage neuronal. Donc on peut sans doute uploader des choses, mais probablement pas dans 30 à 40 ans. Et de toute façon, on aura des différences liées au fait que notre histoire aura entraîné des modifications plus ou moins importantes du câblage neuronal par rapport à l'individu qui a été cloné. Alors, ça pourrait être changé dans le futur, mais là, on est sans doute plus près du 22e siècle que de 2050. Et je ne suis pas sûr que ce soit un modèle de société ultra souhaitable, mais c'est une autre question. Très bien. Ah, une petite dernière question. Une dernière. Une dernière. On prend sur la pause, hein, mais c'est pas grave. Excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Il y a quelques années, je crois, il y a 2 ans, il me semble, 3 ans, vous aviez reçu Simon Sinek, qui avait dit que Steve Jobs avait un moteur formidable, c'était de savoir qu'il allait mourir. Et que c'est pour ça que dans l'urgence, il a sorti un certain nombre d'innovations rapidement. Si on suit votre raisonnement, finalement, la mort, la fin de la mort, va être aussi le démarrage d'une nouvelle mort créative. Ouais, la mort. Alors, mon bouquin « La mort de la mort » est relativement pessimiste, ne présente pas la mort de la mort comme quelque chose de formidable. Mais c'est une crainte qu'on peut avoir. Cela dit, l'espérance de vie à Paris en 1750 était de 25 ans, elle est aujourd'hui de 80 ans. Est-ce qu'on est beaucoup moins créatif aujourd'hui qu'on l'était quand on mourait en moyenne à 25 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Quant à Steve Jobs, son rapport à la maladie et à la mort était assez pathologique, puisque je vous rappelle qu'il s'est soigné par homéopathie, par plante et par médecine douce pendant 9 mois au lieu de se faire opérer son pancréas, ce qui a fait que quand il a enfin accepté l'opération, c'était trop tard et on ne lui a pas enlevé le pancréas, on a ouvert, on a refermé, tellement il y avait de métastases. Donc c'était un génie, mais un génie paranoïaque qui n'a pas voulu écouter et qui pensait qu'il était tellement puissant que l'homéopathie allait guérir un cancer du pancréas. Alors, non seulement l'homéopathie est un placebo, ne sert à rien, mais alors, dans la rhinite, c'est pas très grave, mais dans le cancer du pancréas, je vous assure, c'est une très mauvaise idée de se soigner par les médecines douces. Je vous remercie.